Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Name's Bond, James Bond. Vous aimez le cinéma? Une seule émission est faite pour vous. C'est le Late Show. Et c'est maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ça va les amis? Ça va bien. Non mais ça va. Ah super, là là, ouais. deuxième émission de la journée à la Geek & Collect. Très heureux d'être autour de la table puisque nous accueillons le deuxième invité. Et là je vais vous demander d'applaudir. Nous accueillons Marc Saez, les amis. 2027. N'hésitez pas. Ce sera toujours mieux. Ce sera pas pire du moins. Voilà. Marc, je ne sais pas si tu as déjà écouté un petit peu comment se passaient nos interviews, mais en fait, on va te proposer une sorte de voyage dans le temps. On va revenir en fait sur les événements marquants un peu de ta carrière. Et le premier événement plutôt marquant de ta carrière, c'est que tu es né un 28 novembre. Eh ben non, c'est ça qui est marquant, je suis né le 25. Alors, tu vois, deux émissions, je me bloque les yeux. Surprise pour tout le monde, même pour toi. Le 25. Ouais. 25 Et en fait, novembre. tu as préparé toute ton émission sur la date du 28. Et c'est là où tout se casse la gueule et où tu vas Absolument. devoir faire beaucoup d'impro. Non, alors ça va, parce que en fait, je voulais juste entre guillemets dire. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Oui. Marc, je tenais à dire que tu es très bien habillé, Merci. mais je pense que tu ne pourras pas concurrencer. Ah bon? Qui a dit ça? Bonjour. Oui. Oh, moi, j'ai pas bougé. Ne bougez pas les gars, il va vous dégommer. Bonjour. Bougez pas. Ne bougez pas. Bougez. Un des trois soleils. C'est marrant, mais écoute, cette fin d'année, je serai au Châtelet dans la cage aux folles. Il nous a C'est fait- pour la transition. Il nous a fait la même entrée en mode surprise avec Constantin qui était plié. Oui, voilà, Constantin a adoré cette Ah ouais, entrée. j'aime beaucoup aussi. Moi j'ai peur mais je bouge pas. T'inquiète, je suis gentil. Donc tu es né un 25 novembre à Marseille. Oui. Voilà. Alors je me suis pas planté en tout cas sur les lieux, donc c'est bien. Mais là c'était Euh, à Paris. Mais là par contre, quand on tape ton nom un petit peu sur internet, là on découvre que tu es comédien, directeur artistique, adaptateur, réalisateur, metteur en scène. Ça fait beaucoup d'arcs pour un seul, beaucoup de cordes à un arc pour un seul homme. Ouais. C'est parce que j'ai toujours fui le fonctionnariat de l'art. Et je voulais pas être mis dans une case. Par exemple, quand j'étais gamin, à 21 ans, je faisais de la radio, tu vois, j'ai commencé à 15 ans, en plus de mes études normales, et j'aurais pu être animateur à Radio Monte-Carlo, par exemple, et avec un très bon salaire, une voiture de fonction, un logement et tout. Et j'ai demandé si je pouvais quand même continuer à passer des castings, et la personne qui m'offrait l'équivalent d'un salaire à l'époque de 4 000 € par mois, plus une voiture et donc le logement, j'ai dit, mais si j'ai des castings, il m'a dit, ah non, il faudrait que tu restes à Monaco, là maintenant, on va te mettre d'abord sur Nostalgie, et puis après à l'antenne sur RMC. J'ai dit, ah mais non, mais moi je veux jouer, je peux pas. Et ils m'ont dit, bah non. J'ai dit, ah bon, d'accord, non, alors non. Ils m'ont dit, non, mais réfléchis, t'as 21 ans, je fais, non. Et je suis monté à Paris avec l'équivalent de 5000 balles en poche, quoi, à l'époque, donc 1000 €, en connaissant personne, parce que je préférais la diversité, et pas être cloisonné, être un artiste, et pas juste ou le comédien, ou le réalisateur, ou le... Tu viens littéralement de répondre à ma première question. Buzzer. Là, on part sur de l'impro là. Non, parce qu'en gros, c'était, je te demandais la question, qu'est-ce qui te poussait à refuser en fait ce poste à RMC, parce que quand on cherche un peu, on voit que tu as commencé vachement tôt la radio, que ça t'a tout de suite passionné, en tout cas le monde de l'audiovisuel. Si tu veux, j'avais aussi des capacités de. Enfin, moi, je suis un gamin qui est né je suis l'exemple de gamins qui peuvent se sortir des cités. Voilà. J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille avec des parents qui sont pas du tout dans ce métier, des relations avec un père un peu difficile, une mère au foyer, du style c'est la femme qui fait le ménage, c'est la femme qui fait le truc. Donc moi j'ai essayé de m'échapper de tout ça assez rapidement. Donc c'est pour ça la radio à 15 ans ça a été ça par exemple, le moyen peut-être de communiquer, tu vois là. Et être animateur. Moi, je me cherchais, je me trouvais pas encore, je savais pas, mais je voyais des gens que j'aimais bien, je voyais des choses que j'aimais bien, et j'avais des capacités d'imitation. J'arrivais à imiter des voix, faire des trucs, voilà. Mais en fait, les voix, c'était pas moi. L'imitation, c'était pas moi. Moi, la radio, je trouvais ça, c'était bien. Moi, c'était un instrument, mais je voulais pas être animateur. Je trouvais ça ringard.
C'est-à-dire, je trouvais. Non. J'aime bien les barrières. Non, mais c'est-à-dire. Non, mais il est ringos, le gars à côté, quand même. Non, mais c'est-à-dire qu'un animateur, c'est un peu un passeur de plat. Et moi, du coup, ça réduisait aussi des capacités artistiques de me dire, je peux pas faire. Enfin, la personne, elle présente des talents, mais quel est son talent à elle, à part, une habileté. Bon, maintenant, avec le temps, tu te rends compte qu'il y a quand même de très bons animateurs et qu'à l'heure actuelle, si j'avais dû faire. Après, c'est des choix de carrière, hein, mais peut-être que j'aurais été un animateur vedette. J'aurais peut-être plus tourné après, puisque quand tu vois les séries TF1 et autres, ils prennent des animateurs, voilà. Donc, mais moi, c'était un choix. C'était un choix aussi, parce que aussi, ayant fait le conservatoire, quand j'étais gamin, je suis allé m'inscrire tout seul, et que notre prof était tellement rigoureuse que, pour moi, l'animation, moi, je me faisais engueuler quand je voulais faire des. Tu vois, c'était paradoxal. Je faisais de la radio d'un côté. Où la radio à l'époque c'était, tu se faisais salut, bonjour, bienvenue à 19h35 sur mon émission. Et tu fais un truc comme ça et t'arrives au conservatoire, tu fais bonjour, salut. Mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu fais avec ta voix? C'est quoi ces conneries? Hein, pardon? Tu dis mais non, faut ouvrir. Donc c'était deux trucs tout à fait différents. Et donc dans ça, il a fallu que je navigue et je fasse mes choix. Donc c'est pour ça que la radio, ce qui était, comme je t'ai dit, ce qui était le fonctionnariat pour moi et me mettre dans une case, je voulais pas. Ouais, je comprends. Donc après, tu es diplômé du Conservatoire de Marseille. Ouais. Ce qui est pas rien déjà. Non, c'était mais ma première expérience, tu vois, justement, c'est ça où ça m'a fait. Je suis arrivé, il fallait prendre un texte. Moi, je connaissais pas. Alors, il y avait une école qui était une école parallèle du conservatoire qui s'appelait l'école de la Rouvière et c'était la même prof qui s'appelait Irène Lamberton, qui était une excellente prof. Et on appelait d'ailleurs le Conservatoire de Marseille le Conservatoire national de région. Il y avait les conservatoires importants, il y avait Paris, Marseille et Strasbourg, en fait, et qui étaient nationales de région. Et je suis allé me présenter. Moi, comme je te dis, je connaissais rien. Il y avait cette école que je ne connaissais pas, qui préparait à rentrer au conservatoire. Moi, je débarquais de ma cité. Je m'inscris pour le truc, je vais passer mon audition, puis je vais avec le corbeau et le renard, où je me dis oui, ma biche. Ah bah alors, maître corbeau sur un arbre perché, tu vois, machin, je faisais Bourville et machin. Ils étaient tous morts de rire, et à la fin, une fois que j'ai passé mon truc, je me suis bien ridiculisé. T'as la prof qui fait non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Non, simple. Enfin, reviens là, on va te donner une deuxième chance, reviens et passe-moi un texte normal. Refais-moi le simple. Et en fait, ah ouais, c'est ça le jeu et tout. Et du coup, ça m'a ramené à quelque chose qui a été compliqué, ça m'a ramené à ma personnalité. J'étais pas la personnalité des autres. Il fallait que je montre ma personnalité au travers d'un texte. Et en plus, j'avais pris le corbeau et le renard parce que c'est celle que tout le monde connaît et c'est la plus difficile parce que justement, tout le monde la connaît, tu vois. Et donc, j'ai repassé les trucs après et j'ai été pris en tant qu'au départ, la première année en tant qu'auditeur du conservatoire. Et l'année après, je suis passé élève. Et puis voilà, après, j'ai franchi les étapes jusqu'à avoir mention très bien à l'unanimité avec félicitations du jury en comédie classique. Félicitations. Voilà. Merci. Je l'ai encadré, le diplôme, il prend la poussière, mais... Ouais, mais quand même, il est là. Ouais. Et puis les bases te servent parce que le conservatoire, au départ, t'as l'impression, quand j'arrivais, moi je voulais jouer des choses modernes, j'étais plus cinéma que théâtre, j'avoue. Et la prof me ramenait à des trucs très carrés, du travail de la technique, des trucs... Et moi, c'était chiant. Mais en fait, tu te rends compte qu'elle avait totalement raison parce que c'est ce qui te sert, la diction et tout, des années après, tout ce que t'as appris. Quand tu te retrouves à le faire dans ta vraie profession, tu te dis « Ah putain, ouais, c'est pour ça qu'elle m'avait fait faire ça. » Ok, elle avait raison. Ah oui, je comprends. Et t'en as parlé un petit peu, comme quoi t'es monté sur Paris, donc t'avais pas de contact. Non, vraiment, t'es arrivé. Et par contre, grâce, et vous le verrez au fil de l'émission, que tu as des capacités vocales qui sont quand même très impressionnantes. Tu intègres la première équipe vocale des Guignols de l'info. Oui. Ah. Et en fait, il sera la voix récurrente de Christophe de Chavannes. Le cochon, s'il vous plaît. Là, c'était... Petit Pépère. Ouais. Oui, alors, mais ça, c'est comme quoi il faut... que ce soit pour vous en sortir, ou si vous avez une passion, ou il faut toujours tenter, il faut toujours oser. Ne vous restreignez pas à dire ouais non mais c'est pas pour moi, mais c'est ridicule, je le ferai pas. Moi j'étais en galère quand je suis monté à Paris. J'avais juste en contact, c'était François Leccia, qui était un acteur qui avait bossé avec De Funès et tout, et qui faisait aussi du doublage. Et j'avais tourné dans un film de Philippe Carrez qui s'appelait Joseph Conrad, le Raja des mers, qui était sur la vie de Joseph Conrad. Et il m'avait dit, putain, mais t'es vachement bien, si tu montes à Paris, je te donne mon contact, viens. Bon, ok. C'est grâce à lui que j'ai commencé à mettre un pied dans le... Et j'arrive à Paris, je me disais, j'avais commencé un peu à tourner, parce qu'au conservatoire, j'ai eu cette chance, ce qui a foutu les boules à pas mal d'élèves qui étaient élèves depuis des années. Quand moi, j'étais auditeur, la première année, il y a un réalisateur, Philippe Carrez, qui vient
et qui fait passer une audition pour faire le rôle principal d'un téléfilm qui s'appelait La Guerre des Rocs. Et c'est moi qui ai été pris sur ce rôle important. Alors, tous les autres élèves tiré la gueule, etc. Je monte à Paris, je me dis, bon, j'ai un peu tourné. C'est bon, ça va rouler, quoi. Je vais pouvoir... Mais tu laisses tomber, mais pas du tout. Donc j'ai fait ce que tout le monde fait, c'est que j'étais obligé de faire des petits jobs à côté et tout, dont notamment, j'ai été obligé j'ai fait du gardiennage à Fun Radio. À l'époque où il y avait Arthur qui faisait l'animateur le plus con de la bande FM, tu vois. Alors moi, je pouvais être animateur grandes ondes. Le paradoxe, c'est que tu te retrouves dans la réalité de la vie. C'est que ça se fait pas comme ça. Et je me retrouvais à ouvrir la porte à Arthur, qui était à l'époque assez méprisant. Je dis, vas-y, ouvre la porte. Je dis, bonjour quand même. Ah oui, d'accord. Vous le saurez, hein, vous le saurez. Et le truc, c'est que je me dis, comment je vais m'en sortir, quoi. Parce qu'à un moment donné... et j'avais un vieil appareil enregistreur. Et je me suis servi juste de mon truc. Et j'ai vu que les Guignols cherchaient des voix. Et sur ce pauvre truc bidon, j'ai enregistré des extraits. Je faisais Christophe Lambert aussi, tu vois, comme ça, et tout. Et salut Highlander, j'adore, c'est un film super. Ça a été super avec des grosses épées. Et j'ai fait mes conneries et j'ai envoyé ma cassette comme ça, mais jamais. Mais moi, ça m'a sauvé la vie à l'époque. Pour vous donner une équivalence, moi j'étais une chambre de bonne que je payais 950 francs. Ça faisait... je sais plus. Mais en gros, une émission des Guignols, c'était payé 3500 francs. Ah oui. En direct. Moi, en une émission, je calculais combien de chambres de bonne j'allais pouvoir me payer. Et pour rester à Paris, tu vois. C'était du surplus, tu vois. C'était un truc de survie. Ouf, je peux encore quelques mois. Voilà. Et c'est en impressionnant. envoyant simplement une cassette bidon, tu vois. Donc tout est possible. Exactement. Et par contre, ton ressenti sur l'arrêt de l'émission, qu'est-ce que ça a été? Parce que c'était quand même une émission culte quand même pour le paysage français. Bien sûr. Ouais, je trouve ça très dommage parce que maintenant je suis devenu, c'est un ami, Laurent Gassio est un ami. Moi j'ai quitté à un moment donné avant que ça devienne les Guignols. Un peu parce que je dirais pas avec qui, mais il y avait un des imitateurs avec qui je m'entendais moyen parce que je trouve qu'il faisait des sales coups. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand tu étais un peu débutant, les imitateurs, faire très attention parce qu'imiter quelqu'un, c'est trouver le truc de la personnalité. Et des fois, les imitateurs n'ont pas l'idée. Et tu as une personne qui arrive, qui a trouvé un de ceux que tu fais pas, et à partir du moment où tu as pigé le truc, tu sais le faire. Et cet imitateur, très connu, je me souviens, moi, il me demandait comment tu fais et je lui disais, moi, je te demande pas comment tu fais PPD ou comment tu fais, tu vois. Et il me faisait des sales coups, c'est-à-dire qu'on était en direct, mettons, j'étais en train de faire mon truc, et le direct, en fait, on était à l'étage, on avait un écran de télé avec et les marionnettes étaient en bas, sur le plateau avec Gildas et les trucs derrière. Alors déjà, tu te mettais d'accord un peu avant avec ton marionnettiste pour faire parler. Lui, il te faisait non, vas-y, viens, on va boire un coup, laisse tomber, etc. Mais non, laisse pas tomber. Je veux dire, c'est important de trouver une rythmique avec ton marionnettiste pour que ça soit le mieux fait, etc. Tu vois. Donc je me demandais pourquoi il faisait ça. Et après, tu te trouves en direct, t'es là, t'as tes textes, t'es en train de faire un truc en direct. Le mec, il fait exprès de te prendre les feuilles, de te les enlever, il te met mal à l'aise, tu vois. Et voilà, je trouvais ça. Lui, il avait pas besoin. Mais lui, après, il y avait un mec qui rentrait, qui était un mec qui faisait du théâtre de rue, qui gagnait vraiment pas sa vie, quoi. Et le mec, il savait faire juste Guillaume Durand, la voix de Guillaume Durand. Et c'était l'époque où Guillaume Durand était présentateur dans les trucs. Et il lui a demandé un jour, il a dit, mais comment t'as fait? Et l'autre, il a dit, j'ai fait un truc journal de la 5, un truc un peu comme ça. Là. Et l'imitateur est arrivé à le faire, ça. Et ils l'ont viré. Ah, putain. Ouais. Donc moi, quand il me demandait comment tu fais le chat, et en fait, j'ai préféré à l'époque quitter les arènes de l'info que de me retrouver. Je me dis, je vais faire autre chose parce que je veux pas être dans un truc avec une sale mentalité, tu vois, où ça me coûte, où je viens dans quelque chose qui est un plaisir et un truc de partage, d'échange, et où je me retrouve dans une compétition avec quelqu'un. Mais je suis pas là pour ça, quoi. Et après, ils ont diversifié parce qu'au départ, c'est une personne qui faisait toutes les voix, puis après, il y a eu Sandrine Alexis, il y a eu plein de gens qui. Au départ, c'était pas ça. Justement, pour ce premier arrêt, en fait, dans ce voyage temporel, on va s'arrêter dans l'année 1992, puisque en 92, tu tournes Le Grand Pardon 2. Qui est réalisé par Alexandre Arcadi. Je vous propose qu'on regarde un extrait de... J'ai l'impression que ça grouille sur le port. Faut se dépêcher, il y a peut-être des types des largos. Ah, t'excites pas comme ça, qu'est-ce qu'on fait de mal? On est venu manger une petite soupe sympa. On est comme tout le monde. Allez, retourne à ton poste et calme-toi.
Donc rien que déjà, tu peux le voir. Vous pouvez le voir. Gros casting, Richard Berry, Roger Hanin dans ce film. L'antagoniste du film est Christopher Walken. Ouais. Ça a été tourné à Miami. Bref, c'est une belle première expérience. C'est une belle expérience dans le cinéma, ça déjà. L'histoire est belle parce que c'est au moment où j'étais en train de faire le gardiennage, tu vois, à Fun Radio. Où en fait moi j'avais mes extraits de tournage que j'avais mis ça dans les boîtes aux lettres d'un petit peu tout le monde. Puis il y avait une casting director qui s'appelait Shula Siegfried qui m'avait repéré et tout le monde disait oh là là Shula elle peut être très dure, elle déteste ou elle adore les comédiens. Donc et c'est elle qui a parlé de moi à Arcadie. Et ça s'est fait, mais c'était assez étonnant parce que comme je dis, moi j'étais chambre de bonne et tout ça, puis je me retrouve fin d'année. Alors je m'étais conditionné, je m'étais dit le Grand Pardon 2, le Grand Pardon c'est une copie un peu du Parrain. Donc c'est le 2, il doit chercher un mec un peu à la Andy Garcia, tu vois. Donc j'étais allé, je m'étais fait des UV, j'étais carbo, j'étais allé avec un petit costard noir, tu vois, je m'étais gominé les cheveux. Et puis moi qui suis super déconnant, qui arrête pas à faire que des conneries, je me suis dit putain je vais y aller mais je vais le regarder comme ça. Et puis j'arrive dans le bureau, comme ça, il ouvre la porte, il était au téléphone, il me dit merci. Je m'assois, puis je le regardais comme ça, je me dis passer, puis je regardais. Et lui, il téléphonait, puis il arrêtait pas, il me regardait, il me jaugeait, puis il avait mon CV, puis il raccroche et il me dit elle a eu raison, Shula, d'insister, parce qu'au départ, il voulait prendre ou Yvan Attal ou un Américain pour ce rôle. C'est pour faire le chauffeur et garde du corps de Richard Berry dans le film. Et il me dit elle a raison, et le mec, Alexandre Arcadi, me file le scénar, comme ça, dit écoute, voilà, moi tu lis, et si ça te plaît, c'est pour toi. Et moi, laisse tomber, sur le moment, t'es là, dans ta tête, sur le moment, si c'était Marc Saez, j'aurais fait putain, mais mais oui, je signe où, quand, tout de suite. Mais le personnage que j'ai fait, regarde, fait ok, je vais lire, je vous dirai, ouais. Et peut-être bien. Et je me retrouve sur les champs en train de reprendre le métro, en train de feuilleter les trucs en direction de ma chambre de bonne, en train de dire putain mais il est là, mais il est encore là, mais putain mais c'est un rôle. Et puis c'était 3 mois et demi de tournage, tu vois, à Miami. Donc c'était assez énorme. Donc autant dire, j'ai quitté mon job à Fun Radio de gardiennage à ce moment-là. Et j'ai regardé combien ça allait me faire 3 mois et demi de chambre de bonne à payer par la suite. Et je suis passé à studio 2 pièces quand même. Oui. C'était sympa. Mais Walken, c'était assez énorme. Ah ouais. Et j'ai une anecdote sur ça qui est assez rigolote, c'est que c'est vrai que moi j'étais assez fan de Walken et on était à une soirée comme ça dans une villa qui était l'ancienne villa d'Al Capone, qui avait pris une nana qui s'appelait Lombard, qui était une nana qui s'occupait de la marque Diamant Noir à l'époque. Ils avaient tous loué des villas incroyables et tout, tu vois. Et elle nous avait fait une fête dans ce truc-là et donc on discutait de tout et de rien et on savait pas qui allait être le méchant du film à ce moment-là. Et ils hésitaient entre Liam Neeson et Walken. Et Roger Hanin, qui avait un ego surdimensionné, comme ça fait ouais, ça c'est Walken et tout, je vais l'atomiser. Je vais dire lui, il joue acteur studio, moi je vais rien faire, je vais le démonter. Et là tu te dis putain avec quel prétend. Et c'est Walken qui est choisi. Ok. Et toi Walken, moi il dit c'est Walken et là tu dis le voyage au bout de l'enfer, Dead Zone. Tu dis, ouais ok. Et je suis en train de tourner, donc c'est lui qui est pris. Je suis en train de tourner des scènes où je suis en train de secouer Amidou, le père de Souad Amidou, sur le port, il y a Roger Hanin à côté, et on termine la scène, et là il y a une limousine qui arrive, et t'as Walken qui descend, habillé tout en noir, petites lunettes noires, et moi j'étais en train de discuter avec un mec qui était français, figurant, à Miami, en lui disant mais toi en tant que comédien comment tu fais, nanana, on parle des trucs de galère, le mec il dit qu'il galère, nanana, et pendant que je parle avec lui je vois Walken qui avance vers moi comme ça, et plus il avançait plus j'avais tous les films qui revenaient avec les images, j'avais les scènes de voyage au bout de l'enfer, de la roulette russe et tout ça, j'étais là putain, et c'est drôle parce que t'as en partie la part de fan et après t'as la part de raisonnable qui fait que tu te dis mais en fait, je suis acteur comme lui sur ce film. Il faut pas trop que tu montres que t'es fan parce que tu vas passer pour un kéké quoi sur le truc. Et t'as Walken avec toute son humilité qui arrive, qui fait You're Mark, right? Nice to meet you. I'm Chris. Et là, tu fais et toi qui parles couramment anglais, t'arrives pas à aligner 2 mots. Tellement t'es impossible de faire Nice to meet you. Tu vois. Et ce mec-là, en fait, tu vois qu'il est d'une simplicité absolue. Il a été pendant tout le tournage d'une simplicité absolue. Et Roger, qui avait une prétention comme ça de l'atomiser à l'image, il se faisait démonter à l'image. L'autre, il était simple, il jouait avec le cadre, et machin, il était impeccable. Et dans la vie, un mec... En fait, j'ai appris, ça m'a appris
tout ce métier. C'est-à-dire que j'ai vu qu'en fait, tu pouvais être excellent mais humble, et c'était tout à fait compatible. Tu n'étais pas obligé de te la péter, tu vois, voilà. Donc ça a été une très bonne expérience. Moi, c'est sur une autre anecdote qu'on a un petit peu discuté en off, mais c'est sur ce tournage que tu vas rencontrer Alexandre Aja. Oui. Voilà, Alexandre Aja, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le réalisateur de Piranha 3D. Il a fait La Colline à des yeux. Aussi. Comment Crawl. Oui, Crawl, sur oui. les crocodiles. Oui, exactement. Et puis dernièrement sur Netflix, il a fait Oxygène. Oxygène, ouais. On y reviendra dans l'interview, les amis, en 2021, hein, bien entendu. Mais ouais, et là, c'est une belle rencontre avec Alexandre. C'est une très belle rencontre, d'autant que je vais après faire du roller. À l'époque, moi, j'arrivais quand les autres, ils arrivaient en limousine sur le plateau, etc. Et moi, j'arrivais sur le plateau, je me faisais engueuler d'ailleurs par Arcadie. Parce que tu peux pas arriver au sol. Je dis, mais ouais, cool, vas-y, on arrive comme on veut. À partir du moment où je mets mon costume et je suis en costume, quoi. Je veux dire, et moi, j'arrivais en roller, tranquille, je faisais une petite douche, hop, je rentrais dans le costume, tu vois. Et Alex, en fait, il était, comme j'étais le seul à peu près jeune, c'est rigolo, à peu près jeune sur ce film-là, tous les jeunes, très jeunes de l'époque, que ce soit lui, que ce soit le fils, par exemple, du frère d'Arcadie, qui s'appelle Tony Aigri, qui est comédien aussi, sa fille qui s'appelle Julie Y, qui est réalisatrice, une très bonne réalisatrice maintenant aussi. Ils étaient suspendus à mon personnage parce que j'étais le seul auquel ils pouvaient à peu près s'identifier. Et comme j'étais cool, moi sur un plateau, tu vois, j'arrivais en roller tranquille. Du coup, donc on est devenus vraiment copains à l'époque. Et Alex, il savait que j'écrivais des choses, et il était assez fan de trucs que je voulais faire, moi. On a d'ailleurs essayé de faire un projet commun ensemble, mais qui était trop cher. Pour l'instant, on essaie de trouver une porte pour essayer de le faire autrement. Et Alex, quand il était au lycée, m'a demandé d'écrire dans ses chroniques à l'époque. Il tenait un journal de lycée, et j'ai un truc qui s'appelait Les Chroniques du Capitaine Fracasse, qui était où le personnage, il fracassait tout, il met rien, tu vois. Donc Alex, ça a été un long suivi, et je lui ai jamais rien demandé jusqu'au jour où il m'appelle, après le doublage de La Colline à des yeux, qu'il n'avait pas aimé, parce qu'il avait demandé des choses à la boîte, et la boîte n'avait pas respecté ce qu'on lui avait demandé, et il m'avait dit, écoute, là j'en ai marre, je demande des trucs, les mecs ils font n'importe quoi derrière, donc est-ce que tu veux bien me faire mes VF, les adapter, les diriger, puisque apparemment toi tu fais du doublage depuis des années. J'ai dit, écoute Alex, ouais, volontiers, et puis ça a commencé comme ça, donc j'ai fait un paquet de ces films, sauf ceux qui sont par la métropolitaine, parce qu'il y a une espèce de... Une espèce de mafia autour. Tu peux pas accéder. Et même le réalisateur a beau demander en disant je voudrais que ce soit Marc qui fasse. Non, nous avons nos équipes. Voilà. Donc oui, c'est une longue histoire. Ouais, c'est cool. Je sais que Lulu, par exemple, est très très fan aussi du travail d'Alexandre Aja. Il est super, Alex. Mais Alex bataille, tu sais, il bataille avec... on est tous mis quand même dans ces métiers-là, on est tous mis dans des cases, dans des sectorisations. Il a essayé de monter Cobra, par exemple, à un moment donné. Cobra, c'était quelque chose qui coûtait peut-être très cher et qui ne correspondait pas au type de film que lui arrive à faire avec un certain budget. Alex, c'est le mec des budgets entre 5 et 15 millions de dollars. Donc, si tu fais quelque chose qui est au-delà, Cobra, il a galéré pendant des années. Finalement, il a perdu les droits, ça ne s'est plus fait. Le projet qu'on a en commun... on n'est pas arrivé à le faire. À un moment donné, on a failli approcher le truc parce qu'il cherchait un studio indépendant. On a eu Jaden Smith qui était intéressé. C'était avant que Will Smith fasse des conneries et avant qu'il se plante la gueule avec After Earth, qui a été... Avec son fils en plus d'ailleurs, avec Jaden Smith. Voilà. Et en fait, juste avant After Earth, il était bankable, son fils. Le projet pouvait se faire. Ils nous disent ouais, ça nous intéresse votre truc. Nous, c'était un truc avec des personnages qui ont des super pouvoirs et tout. Et ce qui s'est mal goupillé, c'est que After Earth se plante. Jaden Smith se fait un peu mal voir de plein de gens qu'ils aiment pas parce que c'est pas le père, hein, c'est pas le même charme, c'est pas le même truc. Et puis Marvel débarque sur tous les écrans et inonde tous les écrans avec des trucs de super pouvoirs. Donc notre truc avec les super héros, on l'a mis dans un tiroir. Je suis en train de le remanier moi pour essayer d'en faire une série éventuellement parce que maintenant il y a d'autres ouvertures avec toutes les, tu vois, que ce soit Netflix, Amazon, les autres. Tout le monde a envie de sa série un peu de trucs avec des super power et tout ça, donc à voir. C'est sur le chemin. Ok, très bon à savoir. Comme je le disais en introduction, tu as une capacité folle à moduler ta voix. Et donc, j'ai envie qu'on attaque donc par c'est un des dessins animés, on va dire, qui est le plus connu, hein, le laboratoire de Dexter. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait, s'il vous plaît? Le samedi après-midi, dans ma maison, vous trouverez les membres de ma famille s'adonnant à leur passe-temps favori. Papa,
lit son journal dans le salon. Maman nous prépare des bons petits plats. Didi raconte à une de ses copines qu'elle est amoureuse d'un crétin de garçon. Et moi, Dexter, je me trouve dans mon laboratoire, où tout est calme et silencieux. Si silencieux qu'on peut entendre un microbe chanter. Allez, baby! Extraordinaire. Et là, j'ai envie de dire, voix. Non mais c'est incroyable. J'adorais ce dessin animé. Bah ouais, non, mais c'est fou. J'adorais. Et puis même, non mais capacité vocale, là vous Ah ouais, l'entendez mais c'est parler, on va dire extraordinaire. marseillaise normalement, Ah oui. il fait la voix de. Ouais, mais c'est pas grave, je peux la retrouver quand je veux si tu veux, je la fais. Sauf si tu touches les trucs dans mon laboratoire! Ah, elle est trop fort. Je peux faire plus petit aussi. Ça, c'était là, je faisais une crevette dans Gang de requin qui disait s'il vous plaît, ne mangez pas, mais non, j'ai toute une famille à nourrir, s'il vous plaît. c'est vrai, oui. Je suis le seul mec qui s'auto-pitch en fait. Pas besoin de logiciel, les amis, tout est là. Bah, tu sais, Tout est quand on avait fait à un moment donné, j'avais fait les Baby Looney Tunes et je faisais la voix de Bébé Bugs Bunny. Eh, Bébé Bugs Bunny, je peux te pitcher tout seul, je le fais. Mais les autres, ils étaient obligés d'être pitchés. Et les mecs, ils étaient emmerdés, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on fait et tout? Alors là, est-ce que tu le fais avec ta voix naturelle et on te pitch ou est-ce que tu le. Tu vois? C'est la merde, parce que je m'auto-pitchais, ça m'amusait, moi. Et toi, et Kichi, donc le laboratoire de Dexter, tu Non, connais ça un me peu? parle pas. Tu connais pas? Je connais, si, je connais connais, pas. mais je j'ai jamais regardé. Ah bah écoute, je t'invite forcément à regarder. Il y a une très très bonne VF aussi derrière cette série. Avec Dorothée Poussé ou Alors, du coup si tu. Peut-être toi, dans les générations, donc si t'as pas vu ça, est-ce que tu connais Nerdy a des Jamie a des tentacules? T'as déjà Oui, vu ça? oui, ça me parle plus. Bah, Enfin, en je fait- connais, mais j'ai. En jamais fait, le vraiment- créateur de Jamie a des tentacules était fan de Dexter et D'accord. bon, tu retrouves des similitudes parce que c'est un petit Oui, c'est le garçon. même genre de dessin animé, voilà, ouais. c'est un petit garçon dans sa famille qui cache un extraterrestre et à sa sœur qui leur casse les couilles à chaque fois qui arrive, qui dit hey, il a un extraterrestre dans le fric. Enfin, ça ressemble. Du coup, le Et, laboratoire de Dexter, c'est français. le laboratoire de Dexter, non, c'est américain. Non, c'est américain. Cartoon Network. Cartoon D'accord. Network, ouais. Ok. Ouais. Cartoon Network. Mais non, moi la question qui m'est venue vis-à-vis du laboratoire de Dexter, c'est en reprenant ce que j'avais pu entendre sur des interviews sur l'équipe qui avait fait le doublage de Martin Mystère, qui eux avaient dit qu'ils avaient une liberté totale quand ils ont fait le Martin Mystère et c'est ça qu'ils avaient adoré. Est-ce que ça avait été le cas un petit peu sur le laboratoire de Dexter ou est-ce que vous étiez un peu stricto sensu au texte? Non, c'est énorme. C'était moi, c'était cool et c'est pour ça qu'à l'époque, c'était. Alors, c'est rigolo. La personne de la Warner à l'époque, c'était un pied noir qui habitait à Los Angeles. C'est Marc, la vérité et tout. Il parlait comme ça et tout. C'était super drôle. Et Dexter, par exemple, si on devait regarder l'original. Il a une espèce de petit accent un peu teuton dans l'original et il le fait. Mais moi, je suis pas parti sur ça. Et je suis parti sur ce que je sentais de l'énergie de l'image avec ce personnage qui est très réfléchi et puis vraiment ça lui casse les pieds dès que ça arrive et là du coup il s'énerve, il monte dans les aigus et il éclate et ils m'ont validé sur ça et on était tellement libre que enfin moi je m'éclatais et à un moment donné on parlait justement je parlais avec lui, il me dit, tu sais, vraiment c'est cool, parce que t'es le seul mec qui nous a jamais demandé de forfait, par exemple, dans le monde. Enfin, tu fais partie de On va faire un classement, et j'étais assez fier de ça. Il me dit, bah évidemment, c'est la voix originale, on les met number one, c'est l'américaine, tout ça. Mais toi, t'es juste après, par rapport à toutes les versions européennes, et t'es le seul qui nous a jamais rien demandé. J'ai dit, mais non, mais je vous demande rien, parce que moi, je m'éclate. Je m'éclate, je viens, ça me suffit très bien ce que j'ai là. Vraiment, que ça dure des années, et ça a duré assez longtemps. Oui, j'ai adoré. Moi, je regardais tout le temps. Très très bonne série. On va continuer un petit peu notre voyage puisqu'en 2004 là tu vas arriver aussi sur un phénomène mondial, le phénomène Lost, puisque tu vas incarner le personnage donc de Saïd Jarrah. Est-ce que toi t'as vécu en fait est-ce que ça a changé un peu ton quotidien le succès planétaire de Lost ou pas du tout? Non. J'ai une anecdote, oui, qui est marrante, c'est que ma fille, Eva Saez, qui était à l'époque petite et qui ne savait pas ce vers quoi elle voulait s'orienter, mais puis du coup, comme on était dans le monde du spectacle, elle nous voyait faire des trucs, des fois, j'avais des castings qui me disaient « Oh, mais ta fille, tu veux pas la mettre dans le truc ?» Je fais « Non, non, chez ma fille, si elle a envie. » Je lui pose la question et elle me dit si elle veut le faire, elle le fait, et si elle veut faire ça, voilà. Donc, ce qui l'a amené à, quand j'ai dû faire le doublage de Piranha 3D, je trouvais pas d'enfant. C'était l'été, il y avait personne et je voyais ma fille passer dans le salon, à droite, gauche, et je lui dis Eva, ça te dirait de faire un petit c'est quoi? Je lui dis c'est un truc avec des piranhas. Ouais, d'accord. Ok. Et par rapport à Lost, ma fille, elle fait un tournage qui s'appelait Le Village des Ombres de Fred Benamou. Elle faisait une petite fille fantôme et elle rentre tout de suite chez Cinéar, qui était la plus grosse agence de Paris. Moi, ça faisait des années que j'avais envoyé mon CV et tout, j'arrivais pas à y rentrer. Et un jour, je l'accompagne pour un casting.
L'agent qui s'appelait Samantha Huttman me dit mais toi Marc, qu'est-ce que tu fais sinon à côté, tu tournes et tout, tu fais je dis oui, je fais du tournage, et puis là je suis au théâtre, je lui dis tu peux venir à telle date, je fais ça, là j'ai tourné ci, ça, et puis je fais un peu de doublage. Elle me dit ah bon, tu doubles qui? Je dis alors je fais le laboratoire le Dexter, j'ai doublé Gérard Butler, puis là je fais Lost, je double Saïd. C'est pas vrai, Saïd? Et je lui fais ouais, t'es la voix de Saïd? Je dis ouais. Mais je suis la voix, enfin c'est Navin Andrews, c'est pas moi. Elle me dit non mais je suis totalement fan. Je fais ah bah ok. Et elle me dit mais t'as un agent? Je dis oui, j'ai un agent. Tu veux pas rentrer chez Cinéar? Hein? Ouais si tu veux. Et en fait je suis rentré chez Cinéar, pas sur mon CV de tournage, de théâtre, de trucs, de rien, parce que j'étais la voix de Saïd dans Lost, et que c'était le moment de Lost, tu vois, où tout le monde était totalement accro à sa télé, et qu'elle était fan du perso, quoi. C'est assez drôle. Là, ça a été un vrai phénomène de Lost. Est-ce que autour de la table, il y a des gens qui ont apprécié Lost? Gary, toi, Lost? J'ai pas regardé. Ouais, c'est une série qui devrait te plaire, Lost, honnêtement, Gary. Et ça a pas vieilli. Moi, ma fille l'a redécouvert il y a pas longtemps, et c'est vrai, moi j'ai revu un peu avec elle des épisodes. Ouais, t'as toujours une part de mystère, t'as un mélange des trucs, c'est vraiment bien. Et Kichi, pareil, non? Ouais, j'ai regardé, j'ai pas fini la série, mais. Ok. En 2009, tu retrouves un peu le monde de l'animation où on va s'intéresser, puisque là, tu vas arriver sur le Marsupilami. Et oui, c'est la voix du Marsupilami. Mais tu fais aussi Stroy et Blueprint, on va dire, dans la série. En fait, tu fais plusieurs voix. Oui, il y avait Stroy qui était comme ça. Et Blueprint qui était le gros balèze à côté. Et c'est extraordinaire de faire plusieurs personnages dans le même. Mais là, l'anecdote, c'est au départ, j'étais pas venu sur le Marsu. Moi, j'étais venu pour passer des essais pour Blueprint, qui était dans mon débit de voix et tout ça, tu vois, le personnage. Et je viens, et puis la directrice artistique m'essaye, donc je fais oui, bonjour, je suis Blueprint, machin, un truc comme ça. Et puis elle me dit, tu veux pas essayer sur ouais, vas-y, je te fais un truc un peu comme ça. Je lui fais le truc, et elle me dit, c'est là, tu veux, essaye-moi le Marsu. Je fais les trucs. Puis ils envoient les essais, puis une semaine après, elle me rappelle, elle me dit hey, tu vas être content, t'as été pris. Et je lui fais cool, sur lequel? Elle me dit sur les 3. Et puis je faisais le petit oiseau aussi. Il y avait un petit oiseau qui faisait juste tout le temps. Tu vois, mais en fait, je faisais le dessin animé moi tout seul, je me répondais, c'était super sympa. Tant qu'à faire. Mais justement, comme tu as pu peut-être le suivre, en 2012, il y a eu un film live action en fait qui a été fait par Alain Chabat, donc sur la piste du Marsupilami. Oui. Est-ce qu'il est venu un peu vous voir pour la VF? Pas du tout. Pas du tout. Non. Non, ça fait partie des trucs où en fait, c'est comme quand il y a eu Ratchet et Clank ou les trucs comme ça. En fait, je voulais pas en parler. Ah d'accord. Je voulais pas. Coup dur. Je voulais pas en parler. Chanter une passerelle. Non, mais c'est du coup. non, mais on va pas s'attaquer au deuxième youtubeur quand même de la plateforme. On vient de débuter. Mais Squeezie en plus le truc. Moi, je veux dire les gens, c'est fou comment c'est devenu viral ce truc-là. Parce que l'historique, moi j'ai jamais pu, mais c'est bien. En fait, tu m'offres une tribune pour pouvoir m'expliquer de ce qui s'est passé. À l'époque. Absolument. Ratchet et Clank, moi ça s'est arrêté parce que la personne de la boîte qui faisait le jeu escroquait les gens, et moi je peux pas travailler pour les escrocs et regarder les gens dans les yeux et que les gens me mentent ouvertement, donc j'ai mis à jour un peu sa supercherie, et à partir de là je pouvais plus travailler avec lui. Sauf qu'il a lu, je comprends, hein, j'avais clashé, j'étais remonté même jusqu'au client pour prouver qu'il escroquait tout le monde, donc il s'est fait taper sur les doigts, donc du coup il m'a dégagé de toutes les licences que je faisais, et j'ai été dégagé du truc, alors qu'il aurait pu ne pas me mettre sur d'autres trucs derrière, mais me laisser continuer ce que je faisais. Bon, le truc, voilà. Donc moi ça faisait des années que je faisais plus Ratchet. Alors que Ratchet, je m'éclatais dessus, ça me correspondait mais parfaitement. Et en plus, j'ai essayé d'y apporter beaucoup parce que des fois les textes étaient moyens, je rajoutais des choses, etc. Bon, bref. C'était passé à quelqu'un d'autre. C'était Cyril Artaud qui le faisait, etc. Un jour, j'ai quelqu'un qui vient, c'est sur mon Facebook qui était privé, et qui me met un message en disant t'as vu, ils vont faire un film avec. Je dis, moi j'étais passé à autre chose, quoi, tu vois. Je dis ouais j'ai vu. Et ils ont pris Squeezie, machin. Moi Squeezie je connaissais pas plus que ça, tu vois. Et puis j'avais écouté 2-3 trucs. Nico Sayagas qui faisait un truc dessus, qui se vantait d'avoir doublé dessus. Et je trouvais Nico Sayagas c'est un très bon présentateur pour le coup, mais il est pas bon en doublage. Je m'excuse, bon, ça demande des capacités. En doublage, je veux dire, c'est pas que lire les trucs, c'est surinterpréter, c'est jouer le sous-texte. Ce qui est important, c'est le sous-texte, les émotions que vous mettez dedans, le caractère, il faut qu'il dépasse l'image. Il faut qu'on sente vos émotions. Là, par exemple, je vous parle avec passion, ça sent dans le truc. Bon, voilà. Et faire juste une voix. Et donc, je lui dis, sur mon message de mur privé, bah oui, de toute façon, ça c'est depuis Disney, leur truc de Star Talenté à chaque fois, en prenant des gens et en faisant croire que c'est génial. Alors qu'un plombier, il a un savoir-faire, et s'il fait un mauvais truc, on ne le emploie pas derrière, mais là, on fait n'importe quoi. Et je pars sur ce truc-là. Et lui, ce qu'il fait, il fait une copie
de mon poste. Les réseaux sociaux, c'est. Il le met sur son poste qui, lui, est ouvert à tout le monde. Et ça devient Marc Saez. Et le truc échappe totalement. Et se retrouve sur des tas de sites, dont jeuxvideo.com, je crois, un truc comme ça. Très bon site. Où je les... Voilà. Excuse-moi. C'est de l'ironie, hein. Attends, je vais vomir dans ma casquette. Voilà. Si tu veux, ils sont malhonnêtes absolument. C'est-à-dire que moi, quand il y a eu ce truc-là, je leur laisse un message en me disant bonjour, je suis Marc Saez, parce que les gens surinterpréter. Moi, j'aime pas j'ai un truc qui me rend dingue. Hein, c'est quand ton truc n'est pas juste. Oui, je peux m'énerver quand ton truc n'est pas juste. Quand c'est pas la vérité, quand c'est pas juste, que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre, putain, je peux monter dans les tours, mais vraiment. Mais je sais rester courtois aussi avec les gens. Je suis pas un monsieur vénère tout le temps. Je suis pas l'incroyable Hulk, quoi, tu vois. Et quand il y a eu ce truc-là, simplement, je leur ai dit par mail, je me présente et je leur dis, écoutez, voilà ce que je voudrais. Si vous voulez, on fait une interview, on parle de ce que vous voulez, dans la limite des choses que je peux par rapport au fait que j'ai signé un contrat où je peux pas tout dire. Mais je veux bien. Mais par contre, vous retirez ce truc-là qui a été pris illégalement. Sur mon mur, une capture d'écran, et je suis ouvert à tout. Et là, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Je lui mets ça dans son mail. Hein. Il remet, il nous demande de retirer. Il met en pleine page. Mais nous ne le ferons pas. La surenchère. Machin. Et après, tu as tous les haineux derrière. Et blablabla, sans savoir. Donc, et le truc m'a totalement échappé. Et Squeezie lui-même, ils avaient qu'à m'inviter qu'on en parle. Squeezie se targuait d'avoir été choisi, par exemple, par hasard. Sur ce truc-là, parce qu'on l'avait prévu sur notre rôle, c'est de la pipe, ça, je vous le dis tout de suite. Ils ont essayé tous les youtubeurs de Paris. Et des mecs comme Norman et tout ça, ils ont dit, bah non, il y a des mecs qui doublent la voix, ils le font mieux que nous, là, moi je veux pas faire. Donc simplement, c'est parce qu'il y avait une volonté de prendre quelqu'un qui venait de la YouTube sphère, que voilà. Mais c'est bien de dire la vérité aux gens aussi. Et moi, j'ai pas eu de tribune ouverte pour en parler, mais j'ai eu à charge des trollers dans tous les sens. Et ça allait assez violemment. Tu reçois les trucs dans tes mails, les gens deviennent fous, quoi. Ah oui, bah ça peut être très virulent, mais en tout cas, la tribune, tu l'as eu là. Bah, merci. C'est uniquement dans le Late Show, les amis. Donc voilà, là, il y a une nouvelle adaptation du Marsu qui est en préparation par le Philippe Lachaud. Ouais, bah, ils nous ont pas contacté non plus. Eh bah voilà, tu réponds à ma question. Voilà, je voulais en savoir un peu plus si justement ils vous avaient contacté. C'est bien dommage. Ouais, peut-être qu'ils vont prendre en Marcy, je sais pas. T'as doublé le premier dessin animé ou le second? Le second. Le second. Okay, ouais, parce que quand j'étais petit, je voyais ça passer sur France 3. Et je me souviens qu'il y avait deux types de dessins animés qui. Ouais, c'était le truc plus. Enfin, je veux dire, animation classique, vieille animation sur le truc. Le Marsu remodernisé, puis ensuite avec la famille Marsu. C'est ça, la famille. Après avec le papa, les trucs, enfin, toutes les déclinaisons. Voilà. En 2011, tu vas passer derrière la caméra. Ouais. Puisque tu vas réaliser ton premier film, Suivez la flèche, donc avec ta compagne. Ouais. Et il y a aussi ta fille dans le film. Oui, c'était un clin d'œil, c'est parce qu'en fait je cherchais une petite voix, c'était pour faire un ange. Et au départ, j'étais pas parti sur un ange comme ça dans mon film. J'étais parti sur une gargouille qui se décrochait avec les bouts de pierre qui tombent, le truc, et un truc un peu plus dark. Et les mecs de l'animation, quand je leur avais demandé ça, les mecs des SFX me disaient ouais, je le fais, et puis ils me proposaient que de la merde. Et ça ressemblait à rien, quoi. Et au final, dans plusieurs propositions qu'ils m'ont fait, il y avait un truc qui était un petit peu plus angélique. Qui n'était pas un truc version pierre, etc., qui était un petit ange mignon. Et je me suis dit, ah ouais, putain, ça c'est pas mal, ça peut être. Puis ça peut amener un truc intéressant au film qui est sombre. Ça va amener donc un twist intéressant. Et je me suis dit, ma fille qui était petite, je me suis dit de mettre une voix d'enfant sur un petit truc angélique, ce serait parfait. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis, mais ce film, il a eu énormément de succès, 156 récompenses. On en est à 167. Maintenant. Ah bon, ça a encore augmenté par rapport, mais mais magnifique, bravo déjà. Vous pouvez applaudir sincèrement déjà, parce que c'est déjà vraiment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer derrière la caméra? Depuis tout le temps, j'ai envie de raconter des histoires. Moi, j'ai envie de créer mes pop. On se nourrit de choses qu'on a vues, qu'on a aimées. C'est pour ça qu'on va vers ce métier-là. Et à un moment donné, j'ai envie de raconter mes propres histoires. Et puis surtout, à un moment donné, j'en avais marre de passer mon temps à aller courir après les boîtes de prod, à leur mettre les scénarios dans la boîte, voire me faire piquer des idées. Et ça, il y a des grands spécialistes de ça, on les connaît, et même des grands noms. Et où du coup, j'avais arrêté d'envoyer mes scénars partout, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, je vais attendre le moment, parce que je voulais pas faire n'importe quoi non plus comme court-métrage, parce que je sais qu'un premier court-métrage identifie un réalisateur. C'est votre premier film,
Donc vous avez votre patte, c'est ce qui vous ressemble et tout. Et à ce moment-là, on avait les moyens de faire ce que j'avais envie de faire. Donc on l'a coproduit avec Véronique. Et au lieu de faire les cursus, tu vois, je voulais pas attendre après les autres, je me foutais de faire les Césars, les trucs, parce que tu comprends très rapidement comment ça fonctionne. Il y a d'un côté les familles, et après il y a ce que tu vas en faire. Est-ce que tu as envie d'aller aux Césars, aux Oscars, ou est-ce que tu as envie que ton film soit vu par un public et partagé ? Moi, j'ai fait ce choix-là. Je voulais que mon film soit vu et partagé. Je me foutais d'avoir... Donc, du coup, j'ai commencé à l'inscrire sur Film Freeway, tout ça, dans des tas de festivals. Et lui faire... moi, mon intérêt, c'est qu'on voit mon travail de réalisateur à travers le monde. Et il a eu un parcours de dingue. Et le truc qui est fou, c'est qu'au début, il n'en était pas à ça en récompense. Au départ, j'avais juste 9 récompenses. Et j'avais arrêté de le mettre en festival. C'est quand j'ai fait le deuxième, qui a eu un succès, mais d'un coup de fou derrière... que des gens m'ont dit mais j'ai vu que vous en avez fait un autre, vous voulez pas, et m'ont proposé de l'inscrire dans leur festival. Et j'ai réinscrit le premier et il est passé de 9 à 167 récompenses quoi. Incroyable. Mais t'as une anecdote, t'as une histoire qui est un peu folle aussi avec le deuxième. Hein. Donc c'était en 2019, ça s'appelle Le rôle de ta vie. C'est aussi donc avec Véronique, ta compagne. Et là, moi, à l'époque où j'ai regardé, t'as 279 récompenses. Ouais, c'est ça. Oui, parce que j'ai plus inscrit ailleurs, on s'est arrêté là. Voilà, donc ce qui est déjà aussi énorme. Mais en fait, ce film, il a intégré la longue list. Donc c'est en fait la liste de présélection pour arriver aux Oscars. Hein. Ah oui. Ah oui, là, bah. Donc voilà. Et c'est pour vous dire, c'est pour ça qu'il a bien spécifié le côté entre guillemets. le côté fier. Carrément. Non, mais le côté où il faut bien choisir lesquels festoches on sélectionne. Et puis en fait, moi, c'est le conseil que je donne à tous les réalisateurs qui vont commencer à faire leur cours et tout ça. Enfin, réfléchissez bien. Je vais vous filer un ou deux tuyaux. C'est que moi, par exemple, normalement, tu as une IFRANS qui est censée aider. Pour les courts-métrages, en fait, ils aident qui ils veulent ils t'inscrivent pas obligatoirement au festival où tu voulais être. Voilà. Et pour arriver au parcours des Oscars, en fait, c'est déjà joué d'avance, c'est-à-dire que c'est des productions qui peut-être que le réalisateur a un long-métrage à venir et que c'est intéressant de promouvoir son court-métrage. Ils choisissent qui ils vont amener au bout. D'accord ? Nous, par exemple, pour les Oscars, il y a deux moyens d'arriver. Soit tu as été primé dans un festival dit qui compte, c'est-à-dire Cannes, Venise, Berlin, etc. Tu as une récompense. Et ça, il faut savoir que c'est déjà des festivals de producteurs. Cannes, par exemple, si tu regardes au ratio des courts-métrages français qui y sont inscrits, regarde combien il y en a de Français pour combien d'étrangers. Et quand on te demande de t'inscrire au festival de Cannes, c'est 40 € d'entries. Les entries, c'est ce que vous cotisez pour participer au festival. Sans gage de retour de votre argent, que vous soyez sélectionné ou pas. Donc, si vous n'êtes pas sélectionné, c'est 40 € dans l'os. OK ? Bon. Donc, soit vous faites partie de ces festivals-là, soit votre film est diffusé en salle pendant plus de 7 jours consécutifs à Los Angeles ou à New York. Et moi, j'ai un distributeur américain qui a adoré mon film et qui m'a dit « Je veux le distribuer à Los Angeles. Est-ce que ça te dit d'intégrer une programmation de 10 courts-métrages qui s'appelle Four Wall et je mets 10 cours et on les projette. En plus, c'est juste à côté des studios des Oscars, dans une grosse salle. Et du coup, tu deviendras... tu pourras aller... et là, du coup, j'ai dit OK. Et là, du coup, t'as les Oscars qui te contactent. T'as Unifrance qui te regardait pas la gueule, qui a prévu sa liste de trucs à eux, qui disent oui, on a vu que vous étiez sélectionnable, donc il faut se voir maintenant. Et en fait, les Oscars, ça devient une autre course. Et là, eux, ils t'expliquent, et c'est là où le mec, ils ont essayé de nous placer ce qu'on appelle un Hollywood publiciste. C'est-à-dire que les Oscars, c'est pas sur la qualité de ton film que tu vas aller au bout. C'est qu'une fois que tu es dans la longue liste, c'est une vraie campagne derrière qu'il faut faire, et c'est malheureux à dire, c'est celui qui a le plus d'argent qui va au bout. Ah oui. C'est-à-dire que si tu payes pour faire beaucoup de promos, par exemple aux Oscars, alors maintenant c'est en train de changer, mais avant, pour les courts-métrages, c'était les studios d'animation qui votaient. Donc l'animation vote pour les courts-métrages. Les réalisateurs votent pour les comédiens votent pour les réalisateurs. Voilà. Ça veut dire que si tu veux que ton film aille au bout, il faut que tu prennes ce qu'on appelle un Hollywood publicist, que tu vas payer. Là, ils nous ont proposé un, le mec c'était 20 000 €, machin, mais le mec n'était même pas à Los Angeles, il était à Londres. Donc tu dis, mais mec, si t'es pas sur place, je sais pas quoi tu me sers. Et en fait, ce mec-là va devoir faire le tour des studios en disant, voilà, on fait partie de la longue liste, organiser des projections avec petit four et tout le tout team.
c'est tu vois, c'est de la flatterie, quoi. Ça se tape dans le dos pour t'amener au bout. Et si t'as pas les capacités, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Il faut le budget. Ah oui, carrément. Mais ça, on le sent hein, quand même que derrière les Oscars et ce genre de gros festoches, c'est que du business. Hein. Voilà, donc après, c'est le choix de faire. Moi, j'ai les statuettes, je sais plus où les mettre. Je m'en fous des statuettes. Moi, je m'attendais pas à avoir autant de statuettes. Mais ça prend la poussière. Cette phrase est folle. Hein. Mais ça prend complet. Mais ça prend la poussière, je te jure. J'ai récupéré juste. C'est ma mère. Elle avait un meuble et tout, je savais pas quoi le faire. Je dis non, je vais la garder, c'est une vitrine. J'ai mis mes statuettes dedans, tu vois, pour qu'elle prenne la poussière. Mais voilà. Mais en fait, moi, je voulais que le film soit vu. Et ma fierté, à l'heure actuelle, je suis plus fier que mon film ait été projeté, par exemple, au Népal, où je sais que c'était des gens qui projetaient sur une toile blanche. Et tu vois, t'avais des moines et tout devant les trucs des toiles blanches, machin. Incroyable. Où on a eu des récompenses, au même titre qu'on a eu des récompenses à Los Angeles, Londres, Italie ou en Inde. J'ai eu des interactions avec un public indien qui sont ils sont incroyables et ils ont une culture du cinéma et les jeunes, ils ont une culture aussi cinématographique. Toutes les questions qu'ils me posaient sur le court-métrage étaient d'une précision et avec des références et ça fait plaisir. Donc moi, je préfère ça à la statuette des Oscars ou celle des Césars parce que c'est en gros des récompenses qui sont si tu as tenu dans le métier suffisamment longtemps, allez, c'est c'est cette année, tu le mérites. Allez, mais peut-être que tu as été bon des années avant, oui, et bien tu l'aurais mérité. C'est pour ça que des fois, ils donnent des Oscars ou des Césars d'honneur. Oui, tiens, et puis il y a ça, tiens, et puis même au niveau des Oscars, on l'avait bien senti avec DiCaprio quand il l'a pris pour The Revenant, alors qu'il le méritait un peu plus potentiellement pour le Loup de Wall Street. Tu vois. Bah, pour moi, par exemple, Tarantino le méritait plus pour Réservoir Dogs. Bah, j'ai bien aimé Pulp, j'ai bien aimé Pulp, mais je trouve que Réservoir était plus une claque, moi. Et à Cannes, c'était un truc qui était un truc, il a pas eu cette année-là, donc ils sont un peu rattrapés, on se dit merde, le truc devient culte, faut faire quelque chose. Après, donc là, on est en 2019, mais c'est vrai qu'en 2013, tu tournes dans Borgia, en 2012, tu arrives dans la franchise Hobbit, aussi comme Jérémy Covillo, ce qui vous fait 2 points communs, outre le fait que nous sommes à la Geek & Collect, donc à Courtenay, ce qui n'est pas rien. Mais on va s'arrêter en 2021. Puisque là, en fait, tu vas retrouver Alexandre Aja et tu vas faire la direction artistique de Oxygène, mais tu vas aussi jouer dedans. D'ailleurs, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de Oxygène. Interruption. Niveau d'oxygène approchant du seuil critique. Donc oui, Oxygène avec Mélanie Laurent, donc tu vas interpréter le rôle de l'inspecteur dans ce film. Et pour la petite anecdote, tu es le 2e acteur de ce film que l'on interviewe. Ah bon ? Ouais. Puisque on a interviewé donc Éric Herson-Macarel il y a déjà quelques années et il a aussi un petit rôle dans le film. En fait, c'était c'est la confiance absolue. On se connaît bien avec Alex, il sait ce que je veux et il sait que je ferai toujours comme si c'était pour mon propre film. C'est pour ça que je me bats pour ces doublages, c'est que je rage quand les gens font, quand d'autres font mal ces versions françaises ou autres. Et si tu veux, là il est venu parce qu'en fait c'était complexe. C'est-à-dire qu'il avait une personne qui avait été amenée par Mélanie Laurent qui devait filer toutes les répliques à Mélanie Laurent, tout ce qu'elle entend, les rapports téléphoniques, les trucs et tout ça. Et la personne n'était pas dans les bons rythmes pour lui. C'était pas des bons rythmes de jeu. Et il m'a dit je suis en galère parce que je sais pas du coup mon temps de montage, j'arrive pas du coup à le gérer. C'est une galère, j'ai vraiment besoin de toi. Et du coup on a fait en parallèle, il m'a filé le script. Moi je lui ai casté tous ses personnages, je faisais un des personnages aussi et les bandes son qu'on enregistrait en même temps qu'il tournait de notre côté, on lui renvoyait en retour pour qu'elle puisse avoir une vraie interaction. Et pareil, de lui avoir trouvé aussi, il cherchait une personne qui puisse faire Mélanie Laurent sur plusieurs âges et que la voix soit crédible. Et du coup, la personne que j'ai choisie, à un moment donné, Mélanie Laurent, quand elle est vieille, c'est pas sa voix, c'est la personne qui fait, tu vois, enfin voilà. Et ça a été un vrai travail. Le film s'est construit, on s'est construit ensemble. Et du coup, je suis au générique sur. C'est pas comme un directeur artistique du truc, mais j'ai vraiment créé les voix à côté, tout l'univers qu'il y a autour. Pendant qu'il construit, puisque c'est elle qui est que dans un caisson avec des trucs qui interagissent. Comme le montre la bande-annonce, c'est quand même un film qui est assez anxiogène, etc. Mais moi, je l'ai vraiment bien aimé, ce film de Alexandre Aja. Mais vu que t'es le 2e, on dit jamais 203. Alexandre, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à nous contacter. Ils sont sympas, ils sont super. En 2021, il y a un autre phénomène qui arrive.
Et là, on est à fond dans l'actualité. Il y a Squid Game qui arrive, extrait. Je te promets que je ferai tout pour qu'on gagne. Et comment tu feras ça? Je ferai ce qu'il faut pour. C'est pas juste ce qui est arrivé! Vous pouvez pas impunément tuer des gens comme ça! Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé. Bon, on a de la chance, on a le caméo donc Bougez pas. Non, en vrai, ce qui est fou avec Squid Game, bon, c'est tout le succès. On vous a mis la bande-annonce de la saison 1 pour au cas où si vous n'avez pas regardé la bande-annonce pour éviter, aussi la série pour éviter les spoilers. La saison 3 vient de sortir. Mais Marc, on a un message pour toi. Coucou mon Marco, c'est Constantin, alias 456, alias Seon Ji-hoon. Bon bah voilà, on voulait te faire une petite surprise avec Dimitri et tous les copains du Late Show, te faire un petit coucou quand tu seras à Courtenay, et également pour te dire écoute tout le bien que je pense de toi et te remercier énormément pour ce magnifique rôle que tu m'as donné. J'ai été très contente d'être ton champion. Ce sera un souvenir gravé là-dedans pendant un bon moment, crois-moi. On a tout déchiré, on est top numéro 1, on a battu tous les records. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Enfin, on a battu. Squid Game a battu, mais je suis fier d'avoir contribué à cette série qui fait un carton et qui a été magistralement dirigée par toi et surtout très bien écrit. À chaque fois que je parle de Squid Game, je parle toujours de la qualité de ton écriture. C'est même pas écrit, c'est joué. On n'a même pas besoin de réfléchir à ce qu'on lit. Tu l'écris oralement. Enfin, c'est très facile à jouer. Donc vraiment bravo. Bravo Marc et bravo pour ta bienveillance, ton casting qui est sublime parce que tous les potes sont super. Donc voilà. Donc je te remercie beaucoup. Passe un bon moment avec Dimitri et les potes du Late Show. Et puis nous on se dit à très vite, j'espère. J'espère qu'on aura d'autres projets où on va encore une fois tout déchirer. Je te fais d'énormes bisous mon Marco et à très vite. Tu veux me faire pleurer en fait. Non, c'était pas le but. J'étais à ça. C'était vraiment pas le but. Le but était d'avoir un petit coucou de Constantin qui a bien voulu cette année quand même nous faire confiance et d'être, je pense honnêtement, une de ses premières interviews à la sortie de la saison 2 de Squid Game. Et là on tape pour la saison 3, donc c'est magnifique. Vraiment un plaisir. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire, voilà. Donc comme Constantin l'a dit, tu es directeur artistique sur cette série, donc adaptateur aussi. On en a parlé un petit peu en off quand on s'est eu au téléphone, mais tu as senti le potentiel direct sur cette série? Oui, et puis oui. À l'époque, c'est Sylve Souli qui était chargé de prod chez Imagine. J'aimais bien bosser avec eux, j'avais fait plusieurs choses, on était contents du travail et de la façon de travailler ensemble et tout. Et elle me propose 3 séries différentes. Il y avait une série, un truc de flics, une série de zombies, puis ça. Et je lui dis, je veux faire ça. Et elle me dit, ah bon, c'est bizarre. J'ai dit, mais ça va pas quoi. J'ai dit, mais ce truc-là, ça va être le Casa des papels coréens, quoi. Je dis, ça va avoir un succès de dingue. Alors, j'imaginais pas à ce point-là. Je pensais que ça allait marcher bien, mais pas là, c'est une folie. Mais une folie qui est justifiée, je trouve. Et ce qui a été bien, c'est qu'à l'époque, c'était chez Netflix, c'était Fred Taïeb, qui avait énormément confiance en moi artistiquement. C'est lui qui m'avait confié la VF de Luke Cage. C'est lui qui m'avait à l'époque demandé de faire le Joker et de remplacer Piraté. Et où j'ai accepté avec grand plaisir. Et j'ai eu carte blanche. C'est-à-dire que j'ai juste eu, dans leur confiance, à caster les 2 premiers rôles. Voilà, Constantin et son ami d'enfance de la première saison. C'est tout. Tout le reste, ils m'ont laissé. Et ce qui est bien, c'est que mes choix, ils te demandent toujours quels sont tes premiers choix, etc. Mais voilà, moi, mes choix correspondaient à leurs choix aussi. Et Constantin, c'est rigolo. Il dit mon champion, parce que oui, je l'appelle mon champion. Parce que si j'avais pas eu à faire de cast, je le mettais direct. C'était rigolo l'année. C'est pour ça que je vais le dire, Constantin, je vais le dire. Ok, je vais le dire. Non, c'est qu'au départ, quand j'ai auditionné les 3 comédiens,
j'aurais mis une pression de dingue parce que je voulais vraiment pas rater le truc, parce que le comédien principal était formidable et que la scène d'essai qu'on avait à passer pour l'audition n'était pas représentative de ce qu'il allait être dans la série. C'est-à-dire que vous avez vu comment il gueule d'un coup, il passe par des émotions, par des choses extrêmement sincères, sensibles, à d'un coup un truc très excessif mais sensible. Et je leur dis à mes 3 comédiens, je leur dis les gars, il va falloir y aller. Hein. Et je vous préviens, si vous y allez pas, moi je me mets en 4e essai et moi je vais me déchirer la voix. Moi je vais y aller et je vais le faire, ok ? Donc vous avez intérêt à y aller. Et alors, tu as toujours ceux qui le prennent. Ouais, pourquoi tu veux te mettre dessus? Parce que c'est des essais pipeaux. Je dis non, c'est pas pipeau. C'est que simplement, je veux que vous y alliez à fond. Ok? Et si je sens qu'il n'y a pas ce que je veux, moi, je vais y aller à fond. Après, c'est pas à moi de choisir, c'est eux qui choisiront. Mais vous aurez l'impression d'avoir quelqu'un qui, moi, je vais le faire à 300 à l'heure. Et du coup, les 3, ils ont eu cette pression-là. Constantin, super joueur. Ouais, c'est parti. J'avais un autre comédien qui faisait ouais, pourquoi, etc. Je dis non, mais vas-y. Il n'a pas été pris. Et un autre que j'ai du coup remis dans la saison 3, qui est Stéphane Roux, qui avait passé des très bons essais aussi dessus, qui j'ai remis sur le personnage un peu rigolo là, qui est dans la saison 2 et saison 3, qui est l'ami de celui qui joue à la roulette russe et qui voilà. Et en fait, on commence les essais. Stéphane me fait des très bons essais. Le deuxième, c'était correct, mais il me manquait un truc. Et Constantin fait exactement ce que j'attendais. Je lui demande 2-3 petites modifications, machin. Il fait exactement ce que je lui demande. Donc je lui dis putain, il fait ce que je veux. En plus, il est malléable. Il a pigé direct, j'ai pas de soucis. Et l'ingé, il me fait bon, on fait le 4e essai. Je fais laisse tomber, on fait pas de 4e essai. Je l'ai mon champion. Voilà. Et du coup, c'est un truc je sais qu'il a vachement marqué. Un truc, il me dit tu sais, je me rappellerai toujours de ce truc quand tu m'as dit je l'ai mon champion. Et du coup, je l'ai pas enregistré le 4e essai, ça servait à rien. Puis de toute façon, et je lui dis toujours, je lui ai dit 100 fois, j'ai dit, mais de toute façon, même j'aurais moi passé l'essai, tu m'aurais atomisé. Parce que moi, par exemple, j'ai un côté un peu rock'n'roll. Et Constantin a, par rapport à ce personnage, quelque chose qui est super, et que je connais en lui parce que je connais l'être humain. Pour moi, c'est un chien. Si je dois le dire que c'est un animal. Tu vois, le chien, il est gentil, mais il peut te mordre. C'est-à-dire qu'il est capable de faire ça, mais il a cette naïveté du chien. C'est-à-dire qu'avant que tu lui donnes le coup de pied, il va te regarder, il va venir vers toi. C'est quand tu lui donnes le coup de pied qu'il te mord. Et ben Constantin, il a ça. Et du coup, moi, c'est un truc, si j'avais dû jouer la naïveté, je serais allé la chercher, etc. et tout. Lui, il a ce côté bienveillant, gentil, machin, et qui correspondait parfaitement. Et puis en plus, moi, voilà, tu dis un truc, il est partant et tu le fais tout de suite. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que il y a eu une adaptation qui est faite en France, mais est-ce que ça fonctionnerait aussi bien si nous en France on mettait pas vraiment le top du top sur le doublage, parce que voilà, des films qui sont doublés et où les gens n'apprécient pas forcément, il va peut-être moins bien marcher en France. Donc moi je voudrais féliciter ça. Oui, ce travail en fait, pour moi, d'adaptation, parce que le succès de Squid Game est vraiment justifié par la VF aussi en France. Bien sûr. Voilà quoi, c'est clair, net, précis. Donc Kichi, merci. Sur Squid Game, tu as une question à poser à pas une question, mais Constantin nous avait fait part d'une petite anecdote. Vous avez eu l'ironie, je crois, de mettre quelqu'un d'origine coréen pour doubler le seul personnage qui n'était pas coréen dans je crois. Anatole Yoon, qui fait le pauvre du jeu de billes dans l'épisode 6 de la saison 1, qui a marqué tout le monde. Et c'était une volonté ou c'était un hasard total? Oui, ça m'a fait rire parce qu'Anatole, à chaque fois, je savais pas. Anatole, je le connais plus que bien puisqu'il a fait partie de mon deuxième spectacle qu'on avait produit avec Véronique sur les cellules antiterroristes qui s'appelait Anu, où il jouait dedans. Donc je l'avais dirigé, etc. Et en fait, je ne trouvais jamais de rôle pour lui sur les distributions que j'avais, je connaissais par cœur. Enfin, pour moi, caster quelqu'un, on peut pas caster les gens qu'on connaît. Enfin, pas vraiment. Tu peux caster sur l'apparence de la voix, mais moi, si mes castes fonctionnent, c'est parce que humainement, je connais les gens, et puis j'ai un peu discuté avec eux, et je connais des fois leurs défauts que je peux retourner en qualité. Si ça correspond au personnage. Il y a des gens que tu peux pas mettre sur tout. Par exemple, moi, Gilbert Lévy, des fois, il me disait hey Marc, pourquoi on travaille pas ensemble? Je lui dis mais Gilbert, t'as vu ta voix? Je peux pas te mettre sur tout, Gilbert. Donc Gilbert, pour lui faire plaisir, je l'avais mis par exemple dans la saison 1 sur le flic. Oui, sur le flic. Qui est derrière le comptoir, mais tout de suite tout le monde l'a reconnu, tu vois. Enfin, il y en a plein que je ne reconnaissais pas, lui tout de suite. Mais c'est vrai qu'il allait bien sur ce personnage. Mais vous dites qu'il joue à des jeux mortels. Et machin. Et c'était super drôle, tu vois. Ouais, dans le contexte, ouais. Dans le contexte, c'était drôle. Mais le personnage indien, du coup, moi, il y a un travail de DA exceptionnel, parce que moi, j'ai vraiment cru que c'était un doubleur d'origine indienne, parce qu'il y avait là un peu ce côté d'accent quand même. Dans Anatole, il a une façon de parler qui est particulière. Ouais.
Enfin, il a sa façon, il a un truc dans la voix. Moi, c'est ça que j'arrive à identifier et à faire, par exemple, sur, vous voyez, le personnage transgenre. Oui. Au départ, moi j'avais un peu bataillé parce que moi je voulais, j'avais un garçon qui était dessus et qui était très très bien. Et du coup, on m'a demandé non parce que tout le monde, les créateurs voulaient prendre un personnage transgenre ou une femme. Moi, j'ai un peu rué dans les brancards en disant, moi, je ne caste pas les gens, ni à la religion, ni à la couleur de peau, ni à la sexualité. C'est la voix, donc c'est l'intériorité de quelqu'un. Et j'avais quelqu'un qui correspondait très très bien. On a fait des essais. Et dans les essais, moi, je savais que Virginie Eman serait la mieux dessus si je devais prendre une femme. Donc je suis pas allé jusqu'à caster un transgenre parce que moi je voulais pas. Oui, je suis bien casté un transgenre. Est-ce qu'il est acteur? Est-ce qu'il va correspondre au personnage? Je veux dire, tu vois. Et même le personnage coréen, ça a fait un peu polémique qu'ils aient pas pris un acteur transgenre, parce qu'ils ont pris un homme qui est juste un homme hétéro, cisgenre, etc. C'est ça, c'est ça. Donc leur demande était un peu particulière, mais comme c'était leur demande, moi je suis au service du créateur. Ça venait, c'était une demande de la Corée. Et ben je suis obligé de le faire au mieux par rapport à la demande du créateur, même s'il se trompe, même si il y a deux ou trois fois où j'ai rué dans les brancards, et où, quitte à me mettre mal, mais je m'en foutais. C'est sur la saison 1 où, par exemple, tu sais, nous on a des documents sur lesquels il ne faut pas changer ce qui a été écrit sur les titres, sur les trucs, sur les machins. Et par exemple, 1, 2, 3 Soleil ne se serait pas appelé 1, 2, 3 Soleil si j'avais pas insisté. Ça se serait appelé Red Light, Green Light. Et le maître du jeu se serait appelé Leader One. Et moi, quand j'ai vu les trucs, j'aurais dit mais non les gars, nous en France, Leader One, c'est Star Wars quoi, tu vois. Donc, et puis un leader en France, c'est un mot particulier, c'est un meneur d'hommes. Donc un meneur d'hommes, ça peut être autant Ji-Hoon qu'un mec qui met un enjeu. Je fais donc du coup vous perdez avec ça. Et puis nous c'est le mec qui contrôle, donc c'est le maître du jeu. Et voilà, du coup la chargée de prod qui était géniale a accepté de me suivre. Et de faire que du coup on aille dans ce sens-là. Merci, parce que c'est pareil, le 1, 2, 3 Soleil, je veux dire. Ça... Red Dead Green Light ça repère la personne. Mais bien sûr. En plus, je vois même pas. Il y a une lumière ou pas quand c'est le seul truc qui fait que ça aurait parlé quoi. Parce qu'aux États-Unis sur le jeu c'est pas 1, 2, 3 Soleil, c'est Red Dead Green Light, c'est le truc, tu vois. Et puis même là, peut-être pour la saison 3, on va vite fait l'évoquer, mais il y a le jeu du saut à la corde. Est-ce que ça a été ces questions-là ont été posées ou c'était tout de suite le jeu du saut à la corde? Non, alors il y a eu. Je dirais qu'il y a des choses sur lesquelles moi je suis arrivé à avoir gain de cause sur des choses où je suis content, c'est d'avoir pu par exemple faire la chanson des poupées qui font le saut à la corde et du coup tout le monde a suivi un peu partout dans le monde, tout le monde l'a doublé. Ça c'était plutôt cool. C'est ce qu'on aurait dû avoir sur le petit manège d'ailleurs de la saison 2. Pour le petit manège, est-ce que notre régisseur peut nous dire si c'est bon ou non? Ah, ok. Donc Marc, tu nous l'avais fourni en fait les paroles de cette musique qui aurait dû être traduite par Netflix. Si tu veux, on a en fait fait un petit karaoké pour faire chanter le public de tout simplement la chanson qui avait été reprise par la traîne de Coucou les Congolais. Voilà les paroles en tout cas que hallucination auditive. Donc voilà en fait la version donc que les comédiens ont eu quand ils ont tourné. Elle n'était pas doublée mais ils avaient le texte. Oui en fait parce qu'en fait on devait l'enregistrer la chanson. Chanter, c'était prévu, donc j'avais fait l'adaptation et ensuite ils ont fait une synthèse dans le monde de qui allait la doubler, de qui allait la sous-titrer. Ça s'est joué à 50-50 et donc ils ont pris la décision de sous-titrer. Et quand ils ont sous-titré, moi j'avais demandé de prendre plutôt mes sous-titres parce que si on faisait de la traduction littérale, elle ne serait pas en rythmique par rapport à la chanson. Et moi je savais que cette chanson deviendrait virale. C'est que pour moi c'était un petit peu comme Small World à Disney. C'est un truc qui est super entêtant. Et j'aurais dit c'est mieux de garder quand même. On est en France pour que ce soit repris par tout le monde, par les enfants, par les adultes. Ce serait bien d'avoir une vraie version française qu'on puisse chanter et d'avoir des paroles un peu comme un karaoké. Et malheureusement ils m'ont pas suivi sur ça et ils ont fait une trad littérale qui est chante, danse, prends-toi par la main et souris. Ouais, bon. Moi, j'avais un truc qui était plus précis et qui jouait sur... et on peut le faire ensemble. Justement, c'est-à-dire que vous allez voir, c'est que en fait, ce qui est intéressant, c'est de jouer sur les terminologies. Si vous avez tourne petit manège, tourne petit manège, ding ding dong, le carillon résonnera pour te sortir des pièges. Ce qui est rigolo, c'est que si on le fait ensemble et qu'on fait un grand karaoké, vous pouvez chanter, on va le faire. Hein. Ah oui, on va le faire. Appuyez sur jeu. D'accord. Quand on arrive, tous les trucs terminés par jeu, vous appuyez dessus. Nous, on va l'avoir sur le petit retour. Et comme ça, on l'aura sur un double sens. Ok. Quand vous voulez. On va chanter.
Tourne petit manège, tourne petit manège. Ding ding dong, le carillon résonnera. Tour de sortir des pièges, il faut être stratège. Et t'aurais d'amis qui compteront pour... Attention, ce passage a été volontairement retiré par la production. Selon nos experts en catastrophe vocale, le karaoké qui suivait représentait un risque élevé de perte auditive, crise de honte aiguë et rupture d'amitié. Une cellule psychologique a été mise en place pour les personnes présentes. Merci de ne jamais tenter de reproduire cette performance, même sous la douche. Mais bravo! Donc c'était cette musique qui aurait pu être dans la série Netflix. Parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir un double sens sur le manège et jeu. Et jouer sur le jeu, on est dans un jeu. Et la difficulté était de retranscrire... parce que moi, je me suis basé, quand j'ai entendu, sur la musicalité de ce que j'entendais, comme une chanson, comme le coréen étire les trucs. Mais eux, la traduction, il y avait peu de mots. Donc si tu traduis littéralement le truc, t'es pas sur les pieds, t'es pas sur la rythmique. Faut rallonger un peu, du coup. Oui, il faut rallonger, il faut trouver un sens. Moi, j'ai essayé d'y trouver un sens qui était le même sens... un peu que les vraies paroles de la chanson, qui sont un truc de fraternité, de se prendre par la main, de chanter ensemble, voilà. Et donc j'ai été obligé de tourner autour de ça. Donc pour te sortir des pièges, il faut être stratège. Ça, c'était un clin d'œil justement à la série. S'entourer d'amis, donc le côté d'être ensemble et tout ça. Voilà, je trouvais ça. C'est dommage, je trouvais ça plus riche. Mais c'est leur choix. Absolument. C'est eux les maîtres du jeu. C'est pas moi. Moi, je suis un serviteur. Gary, est-ce que tu travailles avec un interprète, un traducteur pour une série coréenne J'ai des gens que je peux consulter si j'ai sur. Alors par exemple, la première saison, j'avais personne. Ah oui. Le truc a débarqué comme ça. On devait se démerder sur les prononciations des noms. Est-ce que c'était Gi-hoon ou Ji-hoon tu vois, des choses comme ça. Moi, je le savais pas ça. Et puis, t'avais pas encore des traducteurs depuis. C'est un truc de fou. Depuis le succès de cette série, t'avais pas obligatoirement des traducteurs. Même chez Google, qui était du coréen, t'avais du chinois, du japonais, du machin. Depuis, t'as les traducteurs coréens un peu partout qui te donnent un peu comment. Voilà. Et saison 2. Du coup, ils ont fait un peu plus gaffe. On avait une personne coréenne qui nous avait enregistré. Ça, c'était super. J'avais des petits dossiers où j'avais toutes les prononciations, que ce soit les noms de rues ou les noms de personnes. Ou du coup, voilà. Mais par exemple, sur tout ce qui est le reste, non, c'est Du coup, saison 1, t'avais le papier avec la traduction et c'est tout. Alors en fait, quand t'es en doublage, quand t'es adaptateur, tu as, par exemple, le logiciel s'appelle Mosaic. Tu as l'image, t'as un détecteur qui te pose en dessous de l'image le texte. Par rapport aux ouvertures et aux fermetures de bouche, il se trouve que le texte qu'il pose, il est en anglais, lui. D'accord. Donc j'ai le texte anglais posé par rapport à des ouvertures-fermetures, mais qui ne correspondent pas aux sonorités que j'entends en coréen, moi. Donc la difficulté est d'adapter ce que tu entends en coréen avec ce qui n'est pas obligatoirement en anglais, qui ne rentrera pas si je l'écris comme ça, mot pour mot, en français, qui n'est pas en plus la même rythmique. La chance, moi, si tu veux, dans mes adaptations, merci à Constantin pour le petit clin d'œil, c'est que c'est vrai que moi, il y a des choses, moi je suis comédien aussi, donc forcément, j'ai plus de facilité à mettre en bouche les choses. Je les rejoue derrière. Et quand je caste mes comédiens, je connais leur respiration. Donc du coup, si une personne a des problèmes d'élocution, je vais lui mettre moins de mots. Je vais faire attention si c'est une personne qui a tendance à fauter, à lui mettre peut-être moins de S sur les trucs. C'est à moi de me démerder à le faire, ça. C'est mon travail de DA et d'adaptateur. Donc du coup, voilà, j'adapte en fonction de... Et quand j'adapte du coréen, j'écoute la scène en coréen, je regarde ce qui est dessous, je vois tout de suite, je le joue tel que je le jouerais normalement, le texte tel qu'il est à traduire. Si j'ai trop de mots, je me dis ah merde, ok. Donc je fais une synthèse du sens que j'y ai mis pour essayer de faire plus court. Si je vois que c'est pas en place, des fois ce que je fais carrément, je coupe le son, je reste uniquement sur la bouche, de voir ce qui s'ouvre, ce qui se ferme, et petit à petit je supprime des mots, je supprime des sens jusqu'à garder la substantifique moelle, quoi, l'essentiel, et qu'il soit jouable par le comédien pour que ce soit en bouche et qu'il ait des facilités, des libertés derrière, surtout sur des scènes difficiles comme avec Constantin et tout ça. S'il avait un texte sur lequel il avait buté, tu vois, sur des scènes dures où ça hurle et tout, je me vois mal lui demander de faire refaire 10 fois des trucs où lui m'a donné beaucoup et s'est déchiré la voix, tu vois. Je suis d'accord. Au niveau du timing, on va être pas mal là, je pense. Merci déjà beaucoup. Est-ce qu'on a une petite question au niveau du public? On pourra en faire qu'une. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis en fait de la carrière de Marc Saez sur Squid Game, sur autre chose? Non? Oui. Ah, on est Lulu. Est-ce que le micro arrive? Le micro arrive. Le micro volant. Le micro arrive. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Surtout ne bougez pas. Ne bougez pas. Ne bougez pas, la poupée est gentille.
La poupée est gentille. Il est quand même très jaune et orange. Hein. C'est raccord avec les pompes. C'est pas politique. Hein. Non, non. Okay. Est-ce que vous restez toujours dans le même genre de films, de scénarios, ou vous avez plus des préférences artistiques? Ça va rentrer dans le carcan de la liberté d'artiste. J'aime bien avoir des choses différentes. Après, j'ai une prédominance sur les choses... beaucoup de films de genre, souvent, des thrillers, des choses comme ça. Mais par exemple, non, moi j'aime bien faire des choses différentes. Après, le problème, c'est que dans ce métier, on vous cloisonne. Dès que vous faites quelque chose dans un style, on vous cloisonne dans ce style-là. Par exemple, moi j'ai un film que je suis très content d'avoir adapté, je vous engage à le regarder. C'est tiré d'une pièce de Broadway, ça s'appelle American Son. C'est sur Netflix, American Son. Okay. C'est sur les problèmes de racisme des Noirs américains. Et c'est tiré d'une pièce de théâtre. Et j'ai eu l'honneur d'avoir les personnes de Broadway qui ont demandé, alors ils ont demandé au départ, ils voulaient que ce soit quelqu'un qui adapte, qu'il soit quelqu'un qui vienne du théâtre. Et comme j'ai adapté du théâtre, que j'en ai produit et que j'ai mis en scène, on était plusieurs sur le truc, ils m'ont choisi. Et donc j'ai adapté ce qui était cette pièce de Broadway pour l'écran et pour Netflix. Et et ça j'aime beaucoup. J'aime bien ce qui est... je peux autant faire des films comme Apocalypse, enfin les trucs zombies, Scout versus Zombies, là, qui sont des grosses conneries mais que j'adore, que des choses beaucoup plus sensibles. Voilà. Donc je m'adapte. Mais après j'ai des préférences évidemment. Eh ben merci beaucoup Marc en tout cas pour ce voyage qu'on a fait dans le temps. Un immense plaisir. J'espère que ça t'a plu. Mais c'était super. Eh ben merci beaucoup. Merci aux chroniqueurs qui étaient là avec nous. Merci à vous le public, c'était vraiment très cool. J'espère que ça vous a plu. Sincèrement, voilà. Merci à Geek & Collect en tout cas de nous avoir fait confiance pour l'enregistrement de ces 2 podcasts. Et puis je vous invite à. C'est une allée où il y a toujours une poupée dans la salle. Il y a toujours une poupée. Elle est flippante en vrai sur ce plan. Fait de taches dans le public. Elle est super poilue. Elle est poilue quand même, non? Un peu. Non, vraiment. Et puis on vous invite à vous abonner sur nos réseaux. Merci encore pour ces 2 belles émissions qu'on a fait en votre compagnie. Merci beaucoup. L'émission est finie. Tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner. Ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.